France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et merci d'avoir poussé la porte du Book Club du Club de lecture de France Culture. Nous commençons ce midi avec cette question. Savez-vous ce qu'est la coulorophobie ? Eh bien, c'est la peur des clowns, une peur irrationnelle des clowns. Alors, si vous êtes couleurophobe, pas certain que cette émission soit pour vous, ou alors, bien au contraire, restez avec nous pour découvrir un peu mieux ces personnages de cirque et leur univers. Alors, c'est quoi un spectacle de cirque ? L'écrit-on comme du théâtre ? Est-ce un simple enchaînement de numéros ? Est-ce un art populaire à part entière ? À qui s'adresse-t-il ? Deux circassiennes sont nos invités aujourd'hui avec leurs deux ouvrages et en les faisant dialoguer de Lille à Marseille, nous tentons ce midi de trouver une réponse. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ce livre, c'est 50 ans d'un rêve devenu réalité. C'est un concentré de burlesque, de poésie, d'engagement et de transmission. Aller au cirque, faire son cirque, d'accord, mais l'écrire, quel pari audacieux. Ça sent bon l'utopie et l'art populaire. Et franchement, c'est ce qui nous fait du bien. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et toute son équipe bien inspirée pour ce book club consacré au cirque. Et vous avez entendu les membres de la communauté, Bernadette, Marie-Odile et Louis, qu'on entendra tout à l'heure. Bonjour Patricia Capusta. Bonjour. Vous avez été secrétaire générale puis directrice adjointe du Prato Théâtre International de Quartier, Pôle National Cirque. C'est à Lille. C'était de 1991 à 2021 avec le clown, auteur, metteur en scène et fondateur Gilles Defac. Vous publiez ce livre collectif intitulé « Un théâtre international de quartier, le Prato » qui paraît aux éditions Invenit. Car vous dites, le Prato entre dans un livre et un livre que vous présentez comme la chambre d'écho de votre folie Prato. Alors, c'était quoi ce projet Prato ? C'était une folie ? C'était forcément une folie. J'étais pas là au tout début. Au tout début, c'était un collectif quand même, les années 70. J'étais à peine née. Mais très vite, quand je suis arrivée à l'université à Lille, je me suis collée à ce théâtre alternatif. Et bien sûr, ils se sont appropriés, comme toute une génération de cette époque, les arts populaires. C'est-à-dire, ils faisaient du théâtre de rue, du théâtre politique, avec les armes des arts populaires. Donc, les fanfares, le clown, le théâtre. Ils traitaient de sujets d'actualité. Et ils faisaient aussi le clown. Et c'est à cet endroit-là que je les ai rencontrés, au moment où, avec les clowns qui se professionnalisaient, qui avaient le désir de faire un festival en montrant des clowns de l'époque, qui étaient des clowns pour adultes, des clowns qui causaient, je me suis dit, mais c'est un bon endroit, ça. Et c'était des soirées à rallonge, mais phénoménales, quoi. C'était avec toujours derrière le rêve du lieu. Donc c'est pour ça, c'est un lieu, le Prato. Alors justement, quand on associe le cirque au chapiteau, on se trompe ? Non, mais tous les cirques que vous avez nommés existent aujourd'hui encore plus qu'auparavant. Et ça, c'était le travail que nous avons fait ces 30 dernières années, tous ensemble, notamment avec les pôles cirque en préfiguration, qui sont devenus pôles nationaux cirque. Mais en fait, on s'est appuyé sur quelque chose qui existait, une espèce de rébellion dans les formes et dans les théâtres, dehors, dedans. Et ces arts populaires ont cherché leur place. Donc, ils prenaient toutes les places. Les places des villes, les chapiteaux, enfin voilà, tout était possible. Et le cirque d'aujourd'hui a cette faculté qu'il ait tous ces cirques-là et que le chapiteau continue de déranger. Donc c'est une vraie préoccupation, hein, surtout dans des grandes villes comme Lille ou Marseille, hein, chez Raquel, chez Archaos, c'est que le cirque a toujours un peu de mal à trouver sa place parce qu'il est populaire, parce qu'il est nomade, parce qu'il bouge, parce qu'il déborde, parce que c'est Parce qu'il est là où on ne l'attend pas. Il est là où on ne l'attend pas. Enfin, donc, même si on a fait le travail de le faire résonner, de le faire reconnaître, de l'emmener sur des places plus légitimes, dans des endroits plus légitimes, sur des plateaux de théâtre et tout ça, il reste un art populaire, donc un art de la marge, il l'a cherché, hein, un art humble. Et
du coup, lui trouver sa place reste un travail, mais on s'y colle et puis on trouve des partenaires partout. Voilà. Et il y a du monde dans ce livre, aussi avec beaucoup de témoignages, de photos. On va le parcourir évidemment, mais pour échanger sur cette expérience de cirque, sur ce qu'est le cirque aujourd'hui, nous avons convié une consoeur en quelque sorte, Patricia Capusta, Raquel Rajde Andrade. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes depuis 2011 co-directrice d'Archaos, Archaos Pôle National Cirque, c'est important de le dire. C'est à Marseille et vous êtes co-autrice des spectacles d'ailleurs d'Archaos depuis 1999 avec Guy Carrara, avec qui vous signez aujourd'hui un livre intitulé « Écrire le cirque, l'aventure d'Archaos et la méthode Ankar ». Alors on va raconter votre aventure, on va raconter votre méthode, mais d'abord, Écrire le cirque, pardon, c'est publié aux éditions Deuxième Époque, c'est important de le souligner, mais vous avez vu le cirque évoluer, et ce qui m'a marqué moi dans votre livre, c'est que quand vous étiez au plus jeune, vous cherchiez la bibliothèque des livres du cirque qui n'existaient pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de livre sur le cirque, il n'y avait pas de réflexion écrite sur le cirque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, on venait du théâtre, surtout moi je venais du théâtre et j'étais interprète, et pour moi c'était normal de chercher des pièces des cirques pour interpréter. Et cette bibliothèque des pièces des cirques, elle n'existait pas. Et c'était ça qui était pour moi une découverte, alors que je trouvais que c'était normal d'avoir des pièces des cirques. Il y avait des œuvres de cirque, mais surtout sur le cirque traditionnel. Moi, je suis d'origine brésilienne. Il y avait dans les cirques des années 60-70 au Brésil des pièces de théâtre qui étaient jouées à l'intérieur des cirques. Donc, les spectacles des cirques étaient moitié de théâtre, moitié de cirque, d'enchaînement de numéros. Mais il n'y avait pas des pièces des cirques où on puisse interpréter des personnages à l'intérieur d'un récit, d'une heure. Donc ça, c'est ça qui c'était pour moi une découverte un peu bizarre à l'époque, et un peu, c'est là où j'ai mis un peu l'idée d'une quête, donc la quête d'écriture du cirque, et qu'est-ce que serait l'écriture dans les cirques, et depuis 1982 jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évolué. Aujourd'hui, on peut dire que cette bibliothèque de cirque existe. Il y a des pièces des cirques qu'on peut interpréter, réinterpréter. Il y a le cirque, il est en train de se doter d'un répertoire, qui est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Patricia, avec Gilles. Le fait d'avoir cette idée de la transmission, comment on transmet un répertoire, comment on inscrit cet art dans l'intemporalité, comment cet art il peut évoluer et dire qu'il y a eu une trace. Donc, quelles sont les traces qu'on laisse ? Justement, Patricia Capusta, il y avait une transmission orale avant, et ces écrits, cette littérature, ces pièces de cirque, comme vient de dire Raquel, ça manquait ? En fait, ça manquait sûrement, mais en tout cas, c'était transmis tout le temps. Mais oralement, dans les actes de formation, dans les actes de création, à partir du moment où sur votre plateau, dans votre création, où vous mettez des jeunes, des moins jeunes, des musiciens, des circassiens, des comédiens, vous mettez tout ça, ça s'écrit ensemble. C'est un peu le dada de Gilles Defac, quoi. On écrit ensemble au plateau. Lui, il arrive avec ses caisses de poèmes parce qu'il passe sa vie à écrire et à lire. Et donc, il vient avec ses caisses, avec une idée, et après, ça s'écrit avec ce grand mélange de disciplines, chacune avec sa rigueur et ses disciplines, justement, avec ses entraînements, ses échauffements qui sont différents, selon qu'on est musicien, qu'on est circassien. Et le fait de les mettre tous ensemble, et toutes ces années, le cirque, le clown a été transmis par le biais de la création, mais aussi dans des formations plus académiques, dans les conservatoires. À l'école du Théâtre du Nord, Gilles Defac continue d'enseigner, en formation continue à Châlons. Ça se transmet dans des actes de formation, mais ça se transmet aussi sur les plateaux. Oui, c'est ça qui est intéressant entre les deux livres et les deux histoires, c'est que elles sont nées d'une même époque, post-68. C'était une période où on voulait réinventer les mondes, casser des codes, rompre des barrières, réinventer. Donc, c'était vraiment une époque très importante où la force de la jeunesse, la force et l'énergie de la jeunesse
permettait, parce qu'il y avait une grande envie de changer les paradigmes. Donc c'était très important et c'est cette force-là qui nous a, je pense, à toutes les deux, à tous les quatre, Avec Guy Carrara et Gilles Defac, pardon. Avec Guy Carrara et Gilles Defac, qui nous ont permis aussi de transmettre, d'être dans ce que j'appelle un peu une certaine utopie efficace, qui est le fait de pouvoir être dans la créativité, dans la création, mais aussi dans la transmission d'un savoir-être, d'un savoir-faire. En fait, je pense que c'est ça qui nous lie beaucoup. Oui. On va écouter Bernadette de la communauté du Book Club. Elle a lu votre livre, Raquel Rajde-Andrade, Écrire le cirque. Ça l'a d'abord déboussolée. Bonjour Raquel. Écrire le cirque, quelle drôle d'idée. Aller au cirque, faire son cirque, d'accord, mais l'écrire, quel pari audacieux, mais gagné. Lorsque j'ai découvert les premières lignes de ce livre, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais très vite, je l'ai lu comme une histoire d'amour. L'amour du cirque contemporain, l'amour de la scène et du spectacle vivant, l'amour des gens, l'amour enfin de deux personnes, immenses artistes et en même temps deux êtres simples, généreux, comme le dit Machem Keyev dans sa préface. J'ai aimé le choix d'écriture de ces pages. Raquel raconte, vit, vibre comme sur un trapèze les pages de sa vie. Guy intervient et décrit soigneusement lorsqu'il le faut une méthode, leur méthode pour qu'enfin le spectacle existe. Raquel, une question. Sur la page blanche, quel est selon vous le déclencheur de l'écriture le plus important, celui qui est essentiel? Merci de me répondre. Merci d'exister et de faire vivre le cirque et l'aventure Archaos. C'est très beau, merci. Alors, ce qui est important quand on a une page blanche, c'est justement ne pas se sentir prisonnier, de se sentir libre. Et pour moi, la page blanche, elle ne fait pas peur, parce que je suis née de cette période où on n'avait pas peur des pages blanches. On pouvait tout inventer, tout créer. Et donc, c'est surtout cette méthode qu'on a écrite avec Guy, qu'on a créée et qu'on travaille depuis plus de 20 ans, qui est une méthode pour enlever cette peur, pour se dire tout chacun peut écrire, doit écrire et doit vivre l'écriture comme une aventure. Pas comme une contrainte, une difficulté, mais plutôt comme une découverte de qu'est-ce que sont ces lignes qu'on dessine, qu'on développe, qu'on lisse dans une page. Donc, c'est ça le plus important. Et l'essence de la page blanche, c'est qu'elle est là pour être remplie. Vous dites la méthode qu'on a développée avec Guy Carrara. Dites-nous juste qui est Guy Carrara dans cette histoire. Et puis, cette méthode, donc, en quart, un mélange de vos deux noms. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment elle se met en application? Alors, Guy Carrara, c'est le cofondateur de la compagnie Archaos, compagnie emblématique du cirque contemporain. C'est aussi le co-directeur de la compagnie et du pôle national cirque et de la Biennale internationale de cirque. Donc, du coup, on a créé cette méthode à partir de l'observation de l'artiste des cirques. L'artiste des cirques, il a 3 temps, donc il s'échauffe, il travaille ses agrès, et ensuite, il s'étire. Donc, on a créé beaucoup d'exercices, d'échauffement en écriture, d'écriture, mais aussi d'étirement en écriture. Et pour nous, on a travaillé avec plusieurs publics différents. Donc, ça, c'était très important. Des grands intellectuels, des enseignants de l'éducation nationale, mais aussi des élèves de 4e, 5e. On a travaillé aussi avec des enfants dyslexiques, dyspraxiques. Et on a même développé un projet qui était vraiment intéressant avec la SCCD, la Fondation Auteurs Solidaires, qui était un projet où on transmettait notre méthode à d'autres auteurs de cirque. Et ces auteurs de cirque travaillaient avec des enfants en situation de handicap mental. Ils ne savaient ni lire, ni écrire. Et ils ont écrit des scènes de cirque. Une manière ludique de s'adapter à tous les publics. Patricia Capoustin, on disait tout à l'heure art populaire, art accessible à tous. D'ailleurs, c'est très intéressant, dans le livre de Raquel Rajde-Andrade, il y a des petits dessins, il y a de l'écriture, il y a des gestes circassiens. C'est presque un mode d'emploi, en fait. C'est un mode d'emploi et là,
a été dit deux choses importantes chez Raquel. C'est la page blanche. Effectivement, c'est le point de départ. On s'est reconnu dans la nouvelle génération du nouveau cirque, tel qu'on l'a appelé nouveau cirque, fin des années 90, années 2000, avec l'année des arts du cirque et tout ça. On a dit, on se reconnaît en eux. Cette génération qui part aussi de la page blanche et qui essaie de quitter la notion de numéro, qui bazardent un peu et puis s'engagent dans des pièces à écrire, deviennent des auteurs, enfin, voilà. Donc, il y a la page blanche. Et puis, il y a aussi... on n'a pas abordé... j'ai oublié la deuxième intervention, mince. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et votre question... Non, je voulais savoir si justement, dans votre façon, vous aussi, de faire du cirque, ce que décrivait Raquel Rajdi-Andrade, vous vous reconnaissiez en cette façon de faire? Oui, c'est la façon de faire. Peut-être pas tout à fait, effectivement. Gilles, il peut sembler plus poétique, surréaliste, décousu. Si vous avez lu, on a construit le livre à partir des témoignages, beaucoup d'artistes et de partenaires de structures culturelles avec qui on a travaillé. Et chacun avait un bout de notre histoire et on trouvait ça intéressant. Et donc, la méthode n'est pas tout à fait la même, puisque en fait, il y a un metteur en scène qui mange les débordements des autres et qui essaie de les canaliser dans un thème, dans une... Gilles Defac adore travailler les commandes. Et ça, c'est lié à ses origines aussi, aux origines du collectif. Moi, je n'étais pas là au début. Hein. Et du coup, il a travaillé comme ça. Et ce qui a été dit par tous les artistes de cirque qu'on a interviewés, que Jean Vinet a interviewé pour faire tout le chapitre sur le cirque. En fait, il est dit ça, c'est que Gilles, c'est un poème et il nous transmet l'idée qu'il faut écrire un poème. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire la différence, qui va sortir du numéro, qui va engager le corps dans un autre monde. Et il les oblige à écrire. Et moi, j'ai moi-même donné des cours à l'école de cirque de Châlons et je leur faisais écrire leur premier projet. Et il s'avère, quand je les vois 20 ans après, ils avaient déjà écrit beaucoup de choses de leur premier... Tout était là. C'est comme le premier disque, à un moment donné. Donc, faire révéler ça. Il y avait une autre question, c'était le public aussi. Le public, effectivement, c'est un art populaire. Et quand est arrivé ce renouveau, ce mouvement du nouveau cirque dans lequel on s'est engagé, on a engagé et on a entraîné les spectateurs aussi. Et peut-être que des fois, on les a emmenés à leur insu. C'est-à-dire, ils croyaient voir un bon petit cirque traditionnel. On n'a rien contre le cirque traditionnel. Et d'un seul coup, ils voyaient une performance de Jean-Baptiste André ou de Chloé Moglia, Mélissa Von Vépi. Et d'un seul coup, voilà, on était dans de la recherche, sur un plateau noir. Et le public, on l'a aussi éduqué, entre guillemets, on l'a emmené voir autre chose, une autre manière de faire du cirque. C'est pour ça qu'il y a plein de cirques maintenant. Évidemment. En tout cas, je pense que la similitude des deux ouvrages est du fait de parler de deux binômes, de deux duos. Donc, Patricia Capusta, Gilles Defac, Guy Carrara, moi-même Raquel Rajdi-Andrade. Et c'est... Pour moi aussi, ça reste un peu une certaine utopie efficace parce que on vit ensemble, on travaille ensemble depuis des années. Et pour moi, quelque part, je suis tentée de dire que c'est les vers d'une même chanson, d'un même poème, d'un poème circassien. Donc, c'est pour moi, ces deux ouvrages, ils racontent ça aussi. Mais on emmène aussi des équipes. Nous, je vois, il y a la moitié des salariés, voire les 3/4 qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc, en fait, ils sont dans la famille. Il y a une équipe derrière aussi. C'est des petites équipes, hein. Oui. Donc, c'est des familles, hein. Les pôles cirque, on est quand même encore en quête de légitimité, de moyens. Et de reconnaissance etc., hein. aussi, et évidemment de moyens. Parce que c'était aussi une époque, et nous quatre, je peux dire, on est dans le partage. Donc, oui. Ça, c'est quelque chose qui nous mène, qui nous importe. Et c'est le partage, l'échange, et peut-être, je peux être tentée de dire qu'on est un peu des créateurs d'espoir. Parce que dans un monde qui est très difficile en ce moment,
j'aime bien cette idée de dire qu'on a fait des choses, qu'on fait des choses, et peut-être on crée d'espoir. Alors on va parler de ce qui vous inspire dans le monde qui nous entoure, dans l'actualité aussi, dans les œuvres littéraires. D'abord, on va écouter Marie-Odile et Louis. Vous disiez qu'on rencontre, que vous faites des rencontres, que vous travaillez en commun. Et bien, ce livre que vous avez écrit, Patricia Capusta, il a permis aussi que vous avez dirigé, coordonné. Oui. Il a permis aussi des rencontres. Marie-Odile, Louis, ils sont tous les deux libraires à Roubaix, ça va vous rappeler quelque chose. Ils vous ont accueillis et en gardent un très beau souvenir. Il y a parfois des moments de grâce, des rencontres inoubliables dans le quotidien d'une vie de libraire. La soirée du 8 février fait maintenant partie des savoureux souvenirs que nous évoquons avec délice. Comment dire tout le plaisir partagé ensemble ce soir-là autour de Patricia, de Gilles et du Prato. Cet ouvrage n'est jamais nostalgique, et c'est ce qui nous plaît. Je suis particulièrement sensible aux paroles des clownesses, à qui on donne rarement voix au chapitre. Moi, ce que j'aime, c'est la galerie de portraits et les témoignages illustrés avec fantaisie. Ce livre, c'est 50 ans d'un rêve devenu réalité. C'est un concentré de burlesque, de poésie, d'engagement et de transmission. Oui, ça sent bon l'utopie et l'art populaire, et franchement, c'est ce qui nous fait du bien. Patricia, si vous n'aviez qu'un souvenir à garder de cette belle aventure, lequel choisiriez-vous ? Merci. C'est pas facile comme question. Non, c'est pas facile. C'est la première fois, moi qui faisais des études littéraires, la première fois que je suis rentrée dans la salle du Prato, 83-80, et que j'ai vu surgir un clown. C'était une copine enseignante. Et là, je l'ai vu autrement. J'ai vu le surgissement d'un clown. Et à partir de ce moment-là, je les ai adorés. Parce que je venais en plus de la danse contemporaine. Mais en même temps, la danse contemporaine venait de vivre la même chose aussi. Un problème de reconnaissance. Donc, il y avait une militance. D'ailleurs, on a interviewé dans sa Lille Catherine Dunoyer de Ségonzac. Parce qu'en fait, Jean Godin, il portait aussi... L'important, je pense, c'est d'être en mouvement. Et ce qui est important aussi dans ce qu'ils ont dit, là, je les en remercie, c'est on a passé un super moment, c'est vrai, dans cette rencontre. Et on a bien mangé après, toujours pareil. Hein. On a bien discuté. C'est gourmand à chaque fois. C'est gourmand à chaque fois. C'est la rencontre. Et puis, si ce livre a une fonction aussi, c'est de poser des petites graines. Et là, on l'a entendu dans les témoignages des artistes qui ont témoigné là, dans ce livre. C'est que donner l'envie de vivre des aventures de ce type-là, c'est-à-dire ne pas avoir peur de créer son lieu. Chloé Moglia est en train de créer à Trédion un festival. Il y a Mathurin Bols, les Utopistes. Et ça essaime Seine Monestier avec la compagnie Elia. Ça essaime des idées de il faut y aller. Barreau d'Ével aussi, un lieu. Ils sont là à nous regarder et à prendre un peu ce qu'on leur a transmis, ce désir de partager dans un endroit cette passion, en fait. Je reprends ce mot, débordement, parce que ça déborde, et c'est assez magnifique, ouais. France Culture. Le Book Club. Nicolas Herbeau. C'est pas facile d'illustrer le cirque et les clowns, mais on en parle ce midi dans le Book Club, toujours avec Patricia Capusta pour ce livre collectif intitulé Un théâtre international de quartier, le Prato, qui paraît aux éditions Invenit, et avec Raquel Rajde-Andrade, Écrire le cirque, l'aventure d'Archaos et la méthode Ankar, disponible aux éditions Deuxième Époque. Parlons du clown, qui est le personnage peut-être qui nous vient le premier à l'esprit quand on pense au cirque. D'où il vient ce personnage, Raquel Rajde-Andrade? C'est quoi un clown? C'est qui? Alors, un clown, c'est un peu une exacerbation de soi-même. Donc, on peut étirer des fils de sa personnalité, mais aussi avec une grande dérision, avec une grande distanciation, et surtout avec un regard un peu coquin de ce qui se passe dans le monde, donc de ce qui se passe autour. Donc le clown, en fait, j'ai un diplôme de clown, moi-même, et quand je les vivais, le clown, parce que je ne les vis pas depuis très longtemps, c'était ça, c'était étirer quelque chose avec un regard qui déplace les regards des autres. En fait, c'est de se dire qu'il ne faut pas prendre le monde au sérieux, même s'il est très sérieux.
Donc c'est ça que je vois dans le clown, mais il y a d'autres aussi subtilités par rapport à ce personnage qui est né dans le cirque, mais qui est rentré beaucoup dans le théâtre. Harlequin, de la Commedia dell'arte, par exemple. Tout à fait. Grimaldi aussi, qui est le clown de la Régence anglaise, fin 18e, début 19e. Pour vous, Patricia Capusta, ça représente quoi, le clown? En fait, le clown, oui, que j'ai vu surgir, mais il y a surtout, chez Gilles Defac, c'est des clowns. C'est comme il y a des cirques, il y a des clowns et des clownesses surtout. En fait, c'est quand même notre gros cheval de bataille au Prato. Ça l'a été, en tout cas, depuis longtemps. C'est d'un seul coup, une comédienne, elle doit être jolie tout le temps. Et d'un seul coup, on voit ce personnage grimé avec les faces les plus horribles de son humanité. Parce que c'est ça aussi le clown. C'est qu'il va chercher la faille, le revers de l'être humain dans ce qu'il a de plus sombre et de plus gai. Il le traite avec humilité et dérision et malice. Et en fait, je crois que c'est ça qui nous plaît dans le clown. C'est cette dérision, cette face cachée. Quand enfin, il y a quelqu'un qui porte ça et qui nous fait rire et régresser. Hein. Et qui n'a pas peur du ridicule. Qui n'a pas peur du ridicule du tout. Et effectivement, nous, les clownesses, nous, il y a eu la grande Yolande Moreau, mais Catherine Germain, puis là, on a accompagné des tas de jeunes femmes, là, Marie-Laure Baudin, Marjorie Efter, qui témoignent dans le livre, Patricia Buffet. Après, on a nos dinosaures aussi, hein, chez les garçons, là, chez Bonaventure Gacon, Ludor Citric. Mais il n'y en a pas tant que ça hein, qui ont droit, qui ont accès au plateau. Parce que quand on a accompagné le renouvellement du cirque, là, dans les années 2000, à un moment donné, le clown avait du mal à avoir sa place. Donc, je me souviens quand Gilles Defac enseignait à Rony ou à Chalon, lui disait « Bon, tu fais jeu d'acteur ». Et puis, mais bon, il y avait quand même des cours de clown donnés d'ailleurs par Catherine Germain et François Cervantes aussi. Mais on disait jeu d'acteur. Mais ça veut dire que le clown aujourd'hui, c'est toujours ce visage blanc, ce nez rouge, ses cheveux dans tous les sens. Pas forcément. Comment il a évolué aujourd'hui? Mais il a un masque, c'est le masque. Le masque, il va cacher sans doute une peur, une fragilité, mais il y a surtout, il va permettre tous les masques possibles, en fait. Mais les clowns contemporains, il peut être aussi complètement différent. Par exemple, pour moi, Jean Lesguillerme est un clown contemporain. Et c'est un personnage qui va durer peut-être toute une vie. Donc, il ne va pas interpréter d'autres personnages. Il va construire son personnage et il va tirer ses fils à l'intérieur de lui-même pour donner une dérision, un point de vue différent de ce qu'il aperçoit et qui l'entoure. C'est ce qu'a fait Gilles Defac. C'était le même personnage pendant toute sa carrière, sa période de clown. Mais qu'il soit, dans le théâtre de rue politique, comme dans ses grandes pièces où il mêle cirque, théâtre et musique, ou ses solos, ou ses spectacles de clown. Il a été en duo avec Alain Deyer pendant des années. Mais en fait, il a plus besoin de son nez rouge. Il l'a dans la poche. Curieusement, il le sort régulièrement de la poche, mais il joue plus avec le nez rouge. Mais c'est dans la posture, c'est aussi dans la revendication d'une présence permanente. Et puis c'est le burlesque, le goût du burlesque, du cinéma muet. C'est quand il ouvre ses cours ou ses créations, il leur fait manger du cinéma muet à ses comédiens et ses circassiens. Hein. On attend toujours du clown qui nous fasse rire. Est-ce que c'est une obligation, Raquel Rajdehan? Non, les clowns, il peut nous faire pleurer aussi. Et il peut nous montrer aussi, comme a dit Patricia, son côté monstrueux, son côté grotesque. Le clown, c'est ce personnage qui vraiment va chercher toutes les facettes de l'être humain et l'exacerber. Donc, peut-être on peut rigoler aussi de quelque chose qui est un peu grotesque, qui est un peu étrange, bizarre, mais c'est pas forcément celui qui va nous faire rire. Il peut aussi nous amener à une poésie qui va pas nous faire rire, mais qui va nous faire rêver. Patricia Capusta, dans vos inspirations avec Gilles Defac, il y a évidemment beaucoup de littérature. Il y a Samuel Beckett, par exemple. Alors moi, je ne crée rien. Quand il a créé... Je ne crée rien. J'ai compris. Je porte
vous portez, parce que c'est ça aussi. Je mets dans la lumière, en Oui, fait. mais tu Voilà. participes de la création. Je participe, oui. Voilà. Quand on dit que c'est un vrai duo, un binôme, Voilà, c'est c'est pour ça. ça que C'est ça. je vous prends pour lui aussi en partie. Oui. Qu'est-ce qui inspire? C'est un très grand lecteur, il a lu beaucoup de choses et il vient piocher dans toute cette littérature des idées pour mettre du relief à son Oui. personnage, si on peut dire. Tout à fait, du relief à son personnage et donner à manger de la littérature et surtout de la poésie à ses interprètes. C'est vraiment son cheval de bataille. Et du coup, effectivement, à un moment donné, sur le chemin, il y a Samuel Beckett, il y a Louis Calafert, des personnages qu'il a rencontrés comme ça en plus. Louis Calafert, on a passé un long moment avec lui, on a tout présenté. Et Samuel Beckett, c'est des commandes. C'est les commandes des centres dramatiques. Donc là, c'est rentrer sur des plateaux des centres dramatiques et puis finalement jouer le jeu de la commande et prendre du plaisir. Parce que par ailleurs, Gilles fait des lectures spectacles qu'il appelle attraction littéraire avec des musiciens. Parce que les musiciens ont une grande part dans sa construction aussi de ces spectacles. C'est-à-dire, c'est ce jeu de l'improvisation. Là, le week-end prochain, il est avec la compagnie Lubat à Vaour. Voilà, il a ce rapport. Donc les lectures, il les associe quand c'est lui qui est au plateau. Il les associe en général à un musicien. Et sinon, il les donne à manger. Et les Beckett, il en a fait 3. Effectivement, fin de partie, Les Beaux Jours, qui était formidable. Il y avait les 2 clowns du Prato, Gilles de Facalin-Deyère, Didier et Gogo. Et puis, il y a eu Les Beaux Jours aussi. Et puis, il y a eu une lecture. Enfin, voilà. Mais c'est en lecture qu'il préfère donner à entendre la poésie, d'ailleurs. Et dans tous ses éditos, dans tous ses spectacles, il y a, en ce moment, c'est Marielle Massé, sa préférée. Jardiner les possibles. Il est fou, il la met partout, il a fait lire à tout le monde. Donc il donne des livres comme ça à manger à ses interprètes et c'est sa manière de faire. C'est aussi une façon d'être un peu un passeur de toute C'est cette littérature, de toutes ces lectures qu'il engrange. Une question aussi sur l'inspiration, l'actualité par exemple, le monde qui nous entoure. C'est quelque chose qui transperce dans le cirque et dans les clowns. Exactement. Donc, déjà dans le cirque, on a une diversité maintenant dans le cirque contemporain qui est assez extraordinaire. Et justement, tous les artistes, ils sont en résonance avec le monde qui les entoure. Et les clowns, il est là justement pour exagérer cette lumière qu'on met sur la piste, sur la scène. Et surtout, je pense que cette actualité, elle est importante pour le développement de cet art. Avant le cirque, il parlait que de lui-même. Ça veut dire l'artiste, il arrivait et il parlait que de lui-même. Aujourd'hui, l'artiste des cirques, les créateurs des spectacles, les clowns, ils vont parler de tous ceux qui les entourent par rapport à ces préoccupations sur le développement durable, sur l'écologie, sur la société qui change, sur les guerres, donc, mais aussi sur la poésie, sur le rêve, sur l'espoir. Donc, il y a toute une palette des possibilités, des diversités des esthétiques circassiennes, ainsi comme des écritures circassiennes. Il y a une palette énorme sur les écritures. Donc aujourd'hui, on est dans les prémices de l'écriture, d'une forme d'écriture dans les cirques, mais je pense qu'il y aura les écritures des cirques. Il n'y aura pas une seule écriture. Parce que le cirque, il est quand même un art très rebelle. Et du coup, je pense qu'il va continuer, il va garder son essence, la rébellion, qui fait partie un peu de son ADN. Le cirque est rebelle et passionnant. Et c'est vrai que les jeunes artistes de cirque sont en quête de propos en ce moment, de théâtralité. Donc là, nous, on est là aussi pour les guider là-dedans. Hein. J'ai oublié de parler, il faudrait que je parle aussi des auteurs. Malheureusement, on n'a plus le temps, Patricia Kapusta. Yannick Mancel qui écrit la première partie. Histoire d'un Gilles. L'histoire de Gilles. Justement, dans ce livre, donc, Un théâtre international de quartier, Le Prato, c'est aux éditions Invenit. Avec vous, Patricia Kapusta, merci d'être venue nous en parler et de parler de Gilles de Fac. Merci à vous. Je voulais juste parler de Macha Makayev, qui a été vraiment extraordinaire. Qui a écrit la préface de votre livre Écrire le cirque, l'aventure d'Archaos et la méthode en quart, disponible aux éditions Deuxième Époque. Raquel Rajdé Andrade et Guy Carrara, merci à toutes les deux d'avoir fait rentrer le cirque dans le book club et dans les bibliothèques à présent. Merci.